Bon, on va commencer. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir. Donc, on va commencer par une petite mise en bouche, si je puis dire, puisque nous sommes dans la salle Asimov et que certains d'entre vous connaissent ou se souviennent d'Isaac Asimov, qui a beaucoup écrit, je crois, près de 400 ou 500 ouvrages de science-fiction, et qui, dans les années 50, même un petit peu avant, avait posé les 3 lois de la robotique. Alors là, on nage un petit peu en pleine science-fiction, mais en même temps, la réalité, on le sait, dépasse souvent la fiction. Alors je vous offre ces 3 lois à titre de préliminaire. La première, un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni en restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Telle est la première loi. La deuxième, un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. Et la troisième, un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Le tout est supposé se tenir, et nous allons aujourd'hui revenir, j'allais dire, dans l'actualité des cas concrets, mais d'ores et déjà, il semble que, nous en parlerons, l'intelligence artificielle ne soit pas toujours en phase, ou ne soit pas susceptible d'être toujours en phase avec la deuxième loi, à savoir d'obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être humain. Tout d'abord, je vais vous présenter nos invités. Donc François Pellegrini, qui est docteur en informatique, diplômé d'ENSERM, surtout professeur d'informatique à l'Université de Bordeaux, où il enseigne également le droit du numérique, ce qui va nous être très utile pour nos échanges de ce jour. Il est chercheur également au Labri et à l'INRIA Bordeaux Sud-Ouest. François, vous êtes co-auteur d'un ouvrage de référence sur le droit des logiciels, qu'ils soient privatifs ou libres, et depuis 2014, membre de notre prestigieuse CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés. Vous êtes président d'Aquitanic, qui est une association de promotion et de développement en région des compétences autour de scientifiques, techniques et industrielles autour de l'innovation, mais tournée vers l'ouverture et finalement une approche d'une innovation ouverte. Je termine cette présentation en indiquant que sur le plan juridique, vous vous intéressez tout particulièrement à l'impact des traitements algorithmiques sur les droits des personnes et aussi plus largement sur les enjeux démocratique et de gouvernance. Alors votre voisin, Jérôme Justy, donc un confrère, avocat spécialiste en droit de la propriété intellectuelle, mais aussi en droit des nouvelles technologies. Jérôme, vous avez cofondé, après avoir travaillé dans différents cabinets anglo-saxons, en 2007, le cabinet 1134. Petit clin d'œil à notre bel article du Code civil relatif à la force obligatoire des contrats. Vous avez été associé pendant 10 ans de ce cabinet, avant de créer plus récemment, en 2018, le cabinet Metallo, avec 2 autres associés, dont un est ici présent. Le cabinet est venu en force. Donc votre spécialité, accompagner les startups et l'innovation. Vous êtes également engagé par ailleurs notamment sur Avotech, qui n'est pas seulement un think tank, mais plutôt un do tank pour les avocats qui ne veulent pas rester, j'allais dire, sur le quai et veulent monter dans le train des legal tech. Vous êtes président de l'ONG Droit d'urgence, qui regroupe des juristes engagés contre l'exclusion sociale. Et enfin, manifestement, il y avait un petit peu d'ennui, donc vous avez cofondé en mars 2018 FEST, France Éco Social Tech, qui a pour mission de fédérer des entrepreneurs, des incubateurs ou des investisseurs autour de cette problématique de l'innovation, mais pas l'innovation à tout prix, j'allais dire, l'innovation à impact social positif. Donc on est dans la RSE, le SG et plus encore, j'allais dire. Voilà, alors il me reste à présenter Jérémy, votre associé. Donc Jérémy, également avocat depuis 2007. Vous avez rejoint Jérôme en 2016, cabinet en 134, et puis finalement, donc, vous avez décidé de poursuivre la route ensemble en 2018. Donc vous avez cofondé avec Jérôme le cabinet Metallo. Votre spécialité, votre domaine d'activité dominant, c'est le droit du travail.
Et j'allais dire, le droit du travail est une discipline qui est assez largement impactée par l'intelligence artificielle. On va en parler ensemble. Donc, RGPD, IA, plateformisation de l'économie, tout à fait. Beaucoup de sujets innovants en droit du travail. Le droit du travail, cela n'est pas bien sûr que l'image que l'on peut s'en faire au travers de l'époque qui a contribué à sa création à l'époque industrielle. Alors, je vais vous poser à tous trois un certain nombre de questions, mais n'hésitez pas, pour que, j'allais dire, il n'y a pas de côté scolaire dans notre approche. Et puis, au demeurant, s'il y a une question qui s'insère dans nos échanges, même au fur et à mesure, la salle peut également, sur un point précis, intervenir. François Pellegrini, nous avons aujourd'hui dans nos vies des IA qui impactent notre quotidien. Certains de ces algorithmes l'impactent de façon tout à fait anodine, ou que nous percevons comme anodine. C'est le cas de nos playlists Spotify, de nos assistants Google Home ou Alexa, de nos trajets optimisés avec Waze pour éviter la circulation, ou encore de nos photos de notre famille ou de nos animaux de compagnie qui sont triés par l'image au sein de nos iPhones ou autres Android. Il y a d'autres sujets plus sensibles, bien sûr, que l'on voit poindre, tels que le chatbot de notre banque ou de notre assureur, qui déjà ou demain va nous répondre qu'un prêt est susceptible de nous être octroyé ou une assurance. Mais ce sera aussi très rapidement des outils d'assistance à la conduite qui vont devenir de plus en plus autonomes, ou déjà des outils utilisés par des recruteurs pour faire un premier tri sur des CV. Partout, l'IA se loge sans que forcément on voit où est sa place. Et le droit, puisque c'est le thème de notre atelier, va devoir appréhender ces situations. Or, le droit, c'est avant tout des qualifications juridiques. Alors, ma question est la suivante. Comment fait-on quand il s'agit de qualifier, d'appréhender une réalité aussi large que celle qui se place sous le terme d'IA? Est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer sur ces points et sur les terminologies essentielles à la bonne compréhension de nos échanges d'aujourd'hui? D'accord, merci. Belle question introductive. Alors en fait, il faut comprendre que déjà le terme d'IA est un terme un peu fourre-tout et somme toute, à mon sens, trompeur, parce qu'il n'y a pas d'intelligence. Il y a des traitements. Et donc quand on fait l'analyse de ce qui est réalisé, c'est un traitement de l'information pour des finalités que vous avez décrites et qui peuvent être extrêmement vastes, de la recommandation, de la sélection. À chaque fois, finalement, ce qu'on demande, c'est de faire un tri, d'opérer un tri suite à un résultat de calcul d'opportunité. Et donc, on se trouve déjà face à 3 objets juridiques différents. Au premier niveau, il y a la notion d'algorithme, c'est-à-dire de recette de cuisine, pour, à partir de données, obtenir un résultat. L'algorithme du calcul du PGCD ou l'algorithme qui fait qu'on va choisir d'aller plutôt prendre tel plat plutôt que tel autre parce qu'on n'aime pas ce qui est acide, donc on élimine, on n'aime pas ce qui est trop sucré, donc on élimine. Finalement, on est intégralement soumis à des algorithmes que dans notre vie quotidienne, on traite déjà de l'information sans ordinateur. Et donc l'algorithme, c'est en fait une description abstraite d'un traitement. Ça appartient au domaine des idées et juridiquement, il est déjà posé que c'est de libre parcours. Ensuite, et c'est ça l'objet de la révolution numérique, c'est le fait qu'on va finalement sous-traiter le travail de ces algorithmes et leur mise en œuvre, non pas à des humains comme c'était le cas jusqu'à présent, mais à des machines automatisées, à des ordinateurs. Et donc pour ça, pour dire aux ordinateurs comment faire, on va créer des logiciels. On va finalement mettre en forme ces algorithmes au sein de descriptions de processus, de logiciels. Et eux, depuis les années 1980, ils sont couverts déjà juridiquement par le droit d'auteur adapté. Donc il y a une qualification, il y a une réception par le droit du logiciel qui est parfaitement bordée depuis plus de 40 ans. Et puis ensuite, il y a la personne qui décide de mettre en œuvre un ensemble de logiciels et de matériel dans un but donné. Et à partir de là, qui va réaliser ce qu'on appelle un traitement automatisé. Et là aussi, ça existe dans le droit depuis très longtemps. Si vous prenez la loi Godefrein,
c'est une loi qui justement va punir contre l'intrusion dans les systèmes de traitement automatisé de données. Donc les gens qui cherchent à falsifier les données qui sont utilisées par un traitement étaient déjà punis depuis la loi de 88. Et dans la loi informatique et liberté apparaît également la notion de responsable de traitement, qui est la personne qui décide des moyens et des finalités d'un traitement de données à caractère personnel, dans le cas de la loi informatique et liberté, et qui en prend le risque juridique à sa charge. Donc par rapport à toutes les situations que vous avez évoquées, on est en fait dans un cadre juridique totalement préexistant et borné, qui me semble personnellement tout à fait adéquat pour reporter la responsabilité, parce que c'est toujours en cas de dysfonctionnement qu'on cherche quelles sont les responsabilités, mais aux différents acteurs, c'est-à-dire en premier lieu au responsable de traitement avec lequel on interagit, qui pourra rendre des décisions à notre encontre que l'on conteste. Puis ce responsable des traitements disant je suis désolé, c'est pas moi, c'est le logiciel. On va se retourner vers le concepteur du logiciel en disant là il y a un bug, vice caché, etc. Donc il y a tout un droit de la responsabilité qui existe déjà par rapport au concepteur de ces objets, produits défectueux, vice caché. Et éventuellement on pourra in fine revenir vers le mathématicien qui aura mal spécifié l'algorithme. Mais celui-là, en fait, au final, il a très peu de responsabilité parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont un rôle de contrôle de ce travail-là. Et si ce rôle n'a pas été exercé, c'est plutôt pour leur pomme. Donc c'est pour ça qu'alors vraiment, il ne faut pas parler, on entend beaucoup de niaiseries à ce sujet-là. L'éthique des algorithmes. Pour moi, l'éthique du théorème de Pythagore, ça ne veut rien dire. La collaboration avec l'intelligence artificielle. Moi, collaborer avec ma machine à laver, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc il faut désanthropomorphiser tout ça et revenir à cette hiérarchie entre algorithme, donc conception mathématique abstraite, logiciel, œuvre de l'esprit, et traitement, acte réalisé par une catégorie de personnes qui prend la responsabilité des moyens et des finalités du traitement. Pour moi, c'est parfaitement bordé. C'est très clair. Et les bases de données, finalement, dans ce triptyque? Alors, on va en faire un quadriptyque. C'est qu'effectivement, un certain nombre de traitements algorithmiques se nourrissent de données. Alors, pour vous expliquer, c'est qu'en fait, il y a deux catégories d'algorithmes. Il y a les algorithmes déductifs, dans lesquels, en fait, on code dans le logiciel explicitement ce qu'on fait. Vous imaginez par exemple déterminer le montant d'une pension, si revenu du conjoint égale à temps et que, etc., etc. Donc on définit l'architecture juridique, on rentre les données et puis on a le résultat à la fin. Ça, c'est ce qu'on appelle des traitements algorithmiques déductifs. Et puis donc, parce que finalement c'est très embêtant de spécifier tous les cas, on s'est dit, et ça a été le projet des gens qui se recommandaient de l'intelligence artificielle, tel terme que j'aborde, j'utiliserai celui de traitement algorithmique, donc qui ont dit, non, on va faire en sorte que l'algorithme lui-même détermine le modèle à partir des données. C'est ce qu'on appelle des traitements inductifs. C'est-à-dire qu'on fournit un ensemble de données, et à partir de ces données, on va chercher des corrélations. Sauf que, point essentiel des mathématiques et du droit, corrélation n'est pas causalité. Et j'ai plein si vous cherchez un site sur les internets qui s'appelle Spurious Correlations, c'est-à-dire les corrélations fallacieuses, vous verrez qu'il y a une correspondance relativement parfaite entre le nombre les années dans lesquelles apparaissent Nicolas Cage dans des films et le taux de noyade dans les piscines aux États-Unis. Il y a un certain nombre aussi de courbes qui sont extrêmement proches. Et donc un traitement algorithmique, comme il est stupide, risque de faire de telles corrélations et d'en induire des résultats un peu fallacieux. Mais tout ça pour dire que les données sont le moteur de ces traitements algorithmiques inductifs. Et de fait, se pose la question du statut juridique de la donnée. Alors, la donnée, c'est une information de libre parcours. Certaines catégories de données sont soumises à des droits spécifiques. Droit des données à caractère personnel, on en a parlé. Secret d'affaires. Droit d'auteur, les œuvres, les livres en tant que texte sont aussi couverts par le droit d'auteur. Et puis il y a un droit un peu qui s'est rajouté par-dessus dans l'Union européenne, le droit sui generis des producteurs de bases de données, qui donne des droits économiques à la personne qui a constitué une base, qui n'a rien à voir avec du droit d'auteur, c'est du droit de la concurrence habillé en droit d'auteur, et qui effectivement peut impacter le modèle économique des personnes qui souhaitent réutiliser des bases de données préexistantes ou qu'ils constituent. Donc effectivement, mais là encore, c'est un droit qui préexiste et qui est déjà abordé. La directive sur les bases de données, c'est 94, me semble-t-il.
Alors ça sera tout à fait, on y reviendra tout à l'heure sur un aspect plus particulier des droits d'auteur, mais ça va être tout à fait fondamental puisque cette intelligence, cet algorithme auto-apprenant ou intelligence artificielle va devoir se nourrir, et pour se nourrir, il faudra lui donner à manger. Et là va se poser la question effectivement, des droits que l'on a de le nourrir avec tel ou tel contenu. Sur les ambitions de la France, on sait qu'il y a un souhait de se positionner le mieux possible sur l'intelligence artificielle. En même temps, bon, la partie n'est pas gagnée puisqu'on est 7 ou 8e en termes de start-up au niveau mondial aujourd'hui. Alors précisément, quand on pense un peu au rôle qu'a pu jouer la France en matière juridique, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que sur le terrain normatif, notre pays, qui a été un des pionniers en 1978 avec la loi sur l'informatique, les fichiers et les libertés, est un rôle moteur et essentiel à jouer pour créer un bel équilibre entre l'innovation et les droits et libertés, finalement. Alors, la réponse est oui, et on commence déjà à en voir les effets. C'est-à-dire qu'effectivement, les lois informatiques et libertés, donc, qui sont issues du début des années 70, 74 en Suède, et puis après le Land de Hesse, et puis la France, sont une construction européenne qui est basée sur ce qu'on appelle un modèle personnaliste de la donnée à caractère personnel, c'est-à-dire que la donnée émane des personnes, se rapporte à elles, et la personne doit garder un contrôle permanent sur les données dont elle ne peut être dessaisie. À tout moment, une personne peut décider du sort des données qui la concernent. Ça, c'est le principe d'autodétermination informationnelle qui date de 1983 avec la Cour fédérale allemande. Alors que dans d'autres régions du monde, en particulier les États-Unis, où il y a une vision dite un peu propriétariste, mais le terme de propriété des données n'a juste aucun sens du point de vue juridique, je pourrais en parler après, ce droit n'existe pas encore. Sauf qu'on voit que, en fait, c'est un peu comme dans le droit de l'environnement. Il y a une zone géographique qui met en place des standards et des normes, ça c'est la territorialité de la loi, et tous ceux qui veulent interagir avec les citoyens et le marché en question doivent se plier à ces lois. Et donc on voit en particulier aux États-Unis un certain nombre d'entreprises états-uniennes qui, pour accéder au marché européen, doivent se mettre en conformité avec les standards européens. Et à partir de là, on voit même des citoyens de ces entreprises dire hey, attendez, moi je suis un national de votre entreprise et je n'ai pas des droits aussi élevés que ceux qu'ont les Européens de l'autre côté de l'Atlantique. Donnez-moi les mêmes droits. Et on voit ce droit s'étendre à la Californie, on voit de l'adéquation avec le Japon, et donc on voit une diffusion de ces normes sociales et éthiques dans les autres zones géographiques, ce qui fait en fait du RGPD un avantage compétitif. Et il suffit aussi de voir que c'est une marque mondiale. Construire une marque mondiale, c'est pas simple. L'Union européenne, en 3 ans, a construit une marque mondiale qui devient le standard auquel l'intégralité des personnes se réfèrent quand ils veulent savoir comment leurs données sont protégées et le niveau de protection dont elles bénéficient. Juste un point pour dézinguer la vision propriétariste de quelques gourous, genre les Lanier, Koenig et consorts. Ça n'a aucun sens. Est-ce que vous êtes propriétaire de votre nom de famille? Est-ce que vous êtes propriétaire de votre ADN qui est partagé par vos ascendants, vos descendants, vos collatéraux? Vous ne pouvez pas décider seul de leur usage. La notion de propriété n'a aucun sens pour les biens immatériels. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vol de données. Il y a de la violation, on appelle ça en termes juridiques la violation de données ou de la contrefaçon, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de propriétaire. Et ça, c'est très important quand on abordera la question des modèles économiques. C'est qu'effectivement, dans le cas des données à caractère personnel, parce que moi je suis un peu bavard, mais il y a un contrôle des personnes sur l'usage de leurs données, et ça, justement, c'est l'inverse d'un droit de propriété qu'on pourrait céder à des tiers. Alors en matière d'IA, une des questions que tout le monde se pose, et on l'a déjà, j'allais dire, abordé tout à l'heure entre les lignes, c'est celle de la responsabilité. Que va-t-il se passer lorsque finalement un logiciel ou un système assisté ou autonome va finalement se tromper ou va provoquer un accident? Dans quelle mesure pourra-t-on tracer, identifier, poursuivre les responsables? On a un droit de la responsabilité qui, j'allais dire, a depuis très longtemps, et même depuis 1804, appréhendé des hypothèses où une responsabilité peut être établie sans avoir à prouver une faute. Est-ce que cela ne va pas nous être utile dans ce type d'hypothèses telles qu'on peut les envisager? Si, alors d'abord justement, il faut lutter contre l'anthropomorphisme. Un véhicule autonome ne se trompe pas, puisqu'il n'a pas conscience de lui-même.
Est-ce qu'une scie circulaire fait une erreur quand elle vous découpe la main que vous alliez laisser passer là? C'est comme le titre de la conférence, que je vous dis, je ne collabore pas avec ma machine à laver. Si je mets du rouge et du blanc en même temps, la machine, elle ne s'est pas trompée en les lavant ensemble. C'est juste moi, qui, en tant que pilote, qui ai fait une bêtise. Donc ça, c'est un premier point qui pose le cadre et qui permet de nous ramener à l'essentiel, qui est qu'à un moment donné, il y a un dispositif qui est mis en œuvre. S'il est mis en œuvre de façon inappropriée par son utilisateur, c'est la responsabilité de l'utilisateur. Si effectivement le dispositif, on peut exhiber un défaut de conception, c'est-à-dire une erreur interne qui conduit à ce que le comportement du dispositif ne corresponde pas à la spécification du dispositif, alors effectivement on pourra engager la responsabilité du concepteur du dispositif, éventuellement en cascade par rapport au composant qui aura dysfonctionné. Mais il faut comprendre que on est dans des niveaux de calcul qui sont relativement sommaires. Et c'est pour ça qu'il suffit, par exemple, que dans un véhicule, devant un véhicule autonome, se trouve peint une image de vélo ou se trouve carrément accroché un vélo pour que tout d'un coup le véhicule freine parce que dans son modèle calculatoire et par rapport aux données dont il a été nourri, à vélo, vélo danger, danger freiné, qui est une chaîne calculatoire sans aucun raisonnement. Mais donc tout ça pour dire effectivement que derrière la fumisterie du droit des robots ou d'autres billevesées, se cachait en général l'intérêt économique des concepteurs de tels systèmes qui voulaient s'exonérer à peu de frais de leurs responsabilités en disant « Ah ben c'est pas moi, c'est la voiture, mettez la voiture en prison, moi j'y suis pour rien ». Ça n'a aucun sens. Il y a eu un procès de cochon du temps des Armagnacs et des Bourguignons. Un cochon avait mangé un enfant son. Il y a eu le procès du cochon. Mais tout ça pour vous dire pourquoi je fais cette incise. Parce que finalement, on est en train d'essayer de parler de dispositifs qui sont plus cons que votre chat. C'est-à-dire un chat, il a une conscience de lui, il a une personnalité, il a une intelligence. Et donc vouloir fantasmer sur le droit des robots alors qu'on n'a même pas un droit des animaux conséquent me semble une aberration intellectuelle. Ok, alors une dernière question qui est peut-être une des spécificités de ces traitements algorithmiques. Vous en avez parlé tout à l'heure, c'est le côté inductif et non pas déductif de leur fonctionnement qui va rendre parfois compliqué la compréhension des résultats à la sortie. Et notamment, c'est le concept de boîte noire. Comment va-t-on devoir ou pas ou adapter un droit de la preuve tenant compte de cela? Alors ça, c'est une question très pertinente parce qu'effectivement, en fait, on se rend compte que les traitements algorithmiques et les logiciels en général sont des objets qui sont pétris de biais culturels. On pense que conduire une voiture, c'est un acte technique. C'est pas vrai, c'est un acte social. Il n'y a qu'à voir entre comment on conduit à Bordeaux et comment on conduit au Caire, c'est pas pareil. Si au Caire, vous n'êtes pas capable de klaxonner régulièrement pour montrer que vous êtes là, que vous tournez, etc., eh ben, vous tuez des gens ou vous tuez. J'ai jamais vu un seul véhicule autonome klaxonner avant de tourner ou autre. Tout ça pour montrer que c'est des objets qui sont conçus dans un environnement propre. Dans un logiciel à la SNCF, on vous demande si vous voulez la première et la deuxième classe, pas si vous voulez voyager avec un numéro pair ou impair parce que vous n'aimez pas les numéros impairs. Tous les concepteurs de ces dispositifs introduisent des biais socio-culturels dans les dispositifs, y compris les traitements déductifs. Et quand il s'agit des traitements inductifs, se pose la question aussi des biais dans le jeu de données que l'on utilise pour alimenter le traitement. Et sachant qu'il n'y a aucune intelligence, alors on entend parler de foutaises, genre la justice prédictive ou ce genre de bêtises. Un traitement inductif ne peut rien prédire, parce que par défaut, il est entraîné à reproduire le passé dans l'avenir. Donc ce sont des traitements conformatifs qui, par nature, vont essayer de trouver des corrélations dans un jeu de données précédent pour essayer d'en tirer des conclusions calculatoires. Et j'insiste, il n'y a pas de décision, il n'y a pas de raisonnement. Et ça, c'est soumis à des biais. Par exemple, si vous dites « Tiens, je veux nourrir mon traitement pour savoir qui sont les tueurs en série », les 3 derniers cas de tueurs en série que vous avez, les mecs s'appellent Anatole pour une raison qui est statistiquement non prévue. Le traitement pourra en déduire qu'il y a une corrélation entre le fait de s'appeler Anatole et le fait d'être un tueur en série avec 100%. Et le prochain Anatole qui passe, il prend 20 ans de séchoir. Donc tout ça pour dire que ces traitements-là, par nature, sont donc inductifs et qu'il y a aussi un biais dans la qualification des données qui sont utilisées pour les nourrir. Et donc, savoir, en tant qu'humain, désosser le traitement pour savoir quelle est la façon dont il a pu converger vers tel modèle calculatoire qui lui permettra de prendre telle ou telle décision
pour une donnée qui ne lui a pas été présentée à l'avance, eh ben, ça demande des efforts extrêmement complexes et intensifs qui ne sont pas toujours couronnés de succès. Juste un dernier point pour fermer pour illustrer ça. On dit ouais, il y a un robot, donc un traitement qui est le meilleur au Go. Le Go, c'est simple, c'est 21 par 21, me semble-t-il. Je ne sais pas, je ne suis pas joueur de Go, avec du blanc, du noir. Vous entraînez votre traitement, il est super bon. Tout d'un coup, vous posez une pierre rouge. Le truc, c'est rien faire. En fait, ça marche bien sur des traitements très bordés. Donc, entraîner des traitements algorithmiques à reconnaître des tumeurs dans une radiographie, c'est simple, en fait, c'est un problème simple. Mais la notion d'intelligence, de s'adapter à des situations et de pouvoir sortir du cadre, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et donc, à chaque fois, on est face à des traitements extrêmement bordés, dont il y a eu en amont une phase de spécification des problèmes où on a introduit énormément de biais socioculturels par rapport à ce qu'on cherchait à modéliser. Et au final, on a un résultat dont on espère qu'il sera celui attendu. L'exemple type, juste pour terminer, c'est le cas où, il me semble que c'était Amazon qui avait utilisé le traitement pour faire du recrutement. Ça reproduit les biais existants. À savoir qu'il y avait majoritairement des hommes par rapport aux femmes dans le pool de personnes qui avaient été recrutées et considérées comme compétentes. Ça a reproduit le biais de façon totalement transparente. Et donc, il y a un point important, c'est un théorème mathématique, qui est le théorème de Simpson, qui dit que quand on prend un sous-échantillon, rien ne dit que la réponse du système par rapport à un sous-échantillon sera la même que par rapport à l'échantillon global. Par exemple, vous prenez un rond, vous tracez une ligne au milieu, il y a la moitié au-dessus, la moitié en dessous. Mais si vous prenez des points tout en dessous, la réponse, ce sera tout noir, alors qu'en haut, c'est tout blanc. Et prendre des points qui vont pile au milieu où il y a autant de points noirs que de points blancs, alors que votre traitement, il est censé répondre la moitié du temps blanc et la moitié du temps noir, vous ne pouvez pas le prouver. Et c'est pour ça que, par exemple, si vous entraînez un traitement de décision de justice dans une cour particulière à Neuilly et que vous essayez de le faire marcher dans le 9-3, c'est pas pareil. Parce que justement, dans le 9-3, il y a des biais pour faire en sorte que les gens n'aillent pas en prison tout de suite. Parce qu'on sait que la prison, ça augmente leurs problèmes plutôt que de les résoudre. Et donc les magistrats, selon la juridiction, introduiront eux-mêmes des biais compensatoires que le traitement n'a pas. Tout ça pour montrer que l'automatisme et l'absence totale d'intelligence, disons-le, cessons d'utiliser ce terme d'intelligence artificielle, c'est une fumisterie, fait en sorte que, effectivement, on ne peut pas estimer a priori les biais dont sera l'objet un traitement. Ok. C'était long, désolé. Non, mais long, mais passionnant. Finalement, ces algorithmes sont assez neutres en eux-mêmes. C'est plus les jeux de données qui vont les alimenter, qui pourront induire aussi des biais, parce qu'ils seront à la source. Le choix de l'algorithme n'est pas neutre non plus. Si à l'entrée d'un camp d'extermination, vous dites tous ceux qui ont les yeux bleus, ils y vont, ou tous ceux qui... Je veux dire, même un algorithme déductif embarque des biais qui sont les biais de celui qui l'a décidé. C'est pour ça, en fait, on est dans une chaîne de biais à plusieurs niveaux, et exposer ces biais est une problématique à part entière. Et on n'aura pas le temps, mais l'algorithme en plus étant, dans certains cas, étant auto-apprenant et parfois sans apprentissage contrôlé, ça veut dire que les biais pourront évoluer sans qu'on sache vraiment pourquoi et dans quelle direction. Absolument. Merci. Jérôme, Justy, donc je ne résiste pas au plaisir de vous poser la question que je me suis même posée en préparant cette rencontre. Le nom de votre cabinet, Métallo, est-ce que l'on est dans la métadonnée et non pas les mégadonnées ou big data, ou est-ce que ça n'a rien à voir ? Non, ça n'a rien à voir, quoique, en fait, c'est un pied de nez. Quand on est juriste, il faut avoir un peu d'humour. Voilà. Et donc, je pourrais vous donner la définition académique du droit méta. Le droit méta, c'est un concept juridique qui a été inventé en 1950 aux États-Unis et qui veut définir ce que serait non pas le droit positif, le droit actuel que nous connaissons, mais un droit infra ou supra, un droit transcendantal ou alors un droit inférieur qui dicterait le droit que notre législateur de notre société actuelle. Voilà. Puis après, c'est un pied de nez parce que donc, nous vivons comme étant les métallurgistes du droit, les métallos du droit, voilà, puisque nous mettons les mains dans le cambouis avec nos clients sur ces sujets d'innovation juridique. Très bien, alors en parlant d'innovation, justement, on va parler avec vous de propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle est un enjeu majeur pour les entreprises innovantes.
On l'évoquait tout à l'heure, ces algorithmes auto-apprenants ont besoin de se nourrir avec de multiples données qui peuvent être des textes, des images, des musiques, autant de données susceptibles d'être protégées par les droits de propriété intellectuelle et en particulier les droits d'auteur. Par exemple, pour créer une IA sur la musique, il va falloir que cet algorithme emmagasine, fouille et apprenne de plusieurs millions de titres de musique. Alors, la problématique qui se pose et qui vous a été posée d'ores et déjà par un certain nombre de clients, eh bien, est de savoir finalement comment on va appréhender ces droits d'auteur. Va-t-il falloir qu'une entreprise qui est en train de mettre au point un algorithme demande l'autorisation des auteurs de ces différents matériaux? Oui, avant de répondre directement à votre question, moi je voulais partager un sentiment en vous écoutant, Monsieur Pellegrini. J'ai un peu l'impression que j'aurais envie maintenant, aujourd'hui, là, tout de suite, de vous proposer de monter un syndicat des juristes atterrés. Voilà, les juristes atterrés par l'intelligence artificielle et qui dénonceraient la grande illusion dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire dans ce scepticisme qui fait travailler notre intelligence humaine face à l'intelligence qu'on nous dit artificielle. Parce que la grande question, et je laisserai mon associé Jérémy Gignocat s'en parler, mais la grande question, on a l'habitude d'entendre que les robots travailleraient pour les humains, mais je me demande si ce n'est pas les humains qui travaillent pour les robots. Voilà, vous avez tous entendu parler des travailleurs du clic. Vous-même, quand vous ne travaillez pas sur Facebook et vous pensez vous amuser, vous travaillez pour Facebook. Et on pourrait également parler des chauffeurs et des livreurs qui travaillent pour les plateformes, non pas à conduire ou à livrer, mais à nourrir l'algorithme et la base de données. Ou les petits catchas sur lesquels on identifie voilà. des Donc, images. Qui domine qui domine qui. Et pour répondre directement à votre sujet, en effet, moi j'ai eu je travaille pour des sociétés donc, qui dans le domaine de la création dans l'industrie du spectacle, dans l'industrie des biens culturels et de la musique. Et j'ai été interrogé sur un robot, une intelligence artificielle qui permettrait de créer des mélodies et des chansons et des titres de musique sans aucun apport humain, puisque le robot, à force d'apprendre des milliers de titres, pourrait lui-même créer au bout du compte une mélodie, une chanson, un titre de musique. Et la question qui se pose, c'est que tous ces titres de musique que le robot ingurgite, c'est certes des données, des contenus, mais des données qui ne sont pas si anodines. Ce sont des contenus qui ont été créés par des hommes et des femmes, par des auteurs qui ont fait œuvre de création et qui pourraient ne plus être récompensés du simple fait que le robot ingurgite et ne reproduit pas à terme leur musique. Et ça, c'est un vrai sujet, puisque si le robot est très intelligent, il ne reproduira pas un son, une mélodie, une partition que pourtant il a ingurgité. Enfin, ça, c'est ce on veut nous vendre. Et du coup, il y aurait une contrepartie qui n'existerait plus, puisque du coup, un robot pourrait ingurgiter une masse de musique sans demander éventuellement l'autorisation des auteurs et des ayants droit sur cette musique, et ressortir ensuite une mélodie qu'il aurait faite seul. Et se pose la question de savoir si on doit, au bout du compte, rémunérer les auteurs dont l'œuvre n'est pas reproduite en public, elle n'a servi qu'à alimenter la machine. Or, vous savez certainement comme moi que la reproduction, pour être montrée au public, doit être autorisée. Mais là, comme elle n'est plus montrée au public, on me posait la question de savoir si les développeurs de cette intelligence artificielle devaient ou non demander les autorisations à l'ensemble des auteurs, éditeurs, producteurs de musique. Et vous comprenez tout de suite la difficulté. S'il faut 1000 titres de musique pour apprendre à une machine à composer une demi-partition, il va falloir demander à une multiplicité d'auteurs et d'éditeurs. Et tout de suite, mon client me disait « Mais ce n'est pas possible, Jérôme, on ne va pas pouvoir demander à tous ces auteurs. Donc trouve-moi la solution pour échapper à une autorisation potentielle. » Sauf à utiliser, mais ça ne résoudra pas tous nos associations de gestion collective des droits qui pourraient finalement venir collecter pour le compte des auteurs
une IA gloutonne. Voilà. Alors oui, donc je vous rassure tout de suite, j'ai conseillé à mon client de demander une autorisation, se pose ensuite, parce que j'ai regardé les exceptions, vous savez qu'il y a des exceptions au droit d'auteur, je les ai toutes passées en revue, elles ne fonctionnent pas, je n'irai pas dans le détail, voilà, c'est un détail trop technique, à mon sens, trop technique juridiquement, mais voilà. Et donc, alors après, mon client me dit, mais alors, à qui faut-il que je demande? En effet, on a des schémas qui sont tout à fait... que notre droit connaît depuis 2 siècles, enfin 1 siècle et demi, on va dire, la gestion collective. Quand on ne peut pas demander à une pluralité d'auteurs de diffuser des titres de musique, eh ben, il y a la SACEM, qui est une gestion collective, qui est certes décriée, mais qui permet de demander des autorisations préalables. Voilà, c'est une solution. Il y a aussi une solution de licence globale, qui est très critiquée. Je ne sais pas si les plus vieux d'entre vous peut-être se repenseront à la loi Adopi, les débats qui avaient lieu il y a plus de 10 ans sur la loi Adopi. Est-ce qu'il faut faire payer à tous les utilisateurs d'Internet une taxe? Voilà. Donc, est-ce qu'il faudrait faire payer à toutes les entreprises qui font de l'intelligence artificielle une taxe qui permettrait, au bout du compte, de rémunérer très imparfaitement les auteurs? Voilà, c'est des solutions à laquelle on peut penser. Alors, dernière question, on va essayer de faire vite pour laisser un petit peu de place pour Jérémy, qui a des échanges très intéressants. Finalement, la production. Alors, volontairement, je ne dis pas l'œuvre, mais l'on a entendu parler ces derniers mois de livrables qui sont finalement le fruit de ces intelligences artificielles. Je pense par exemple à un portrait qui a été conçu par une IA en fin d'année dernière et qui a été vendu plus de 400 000 $, donc chez Christie's, où figurait en lieu et place de la signature d'un auteur une référence à l'algorithme utilisé. Je pense aussi à un logiciel qui s'appelle le logiciel Ampere Music, qui permet à des personnes non musiciennes, simplement en rentrant les paroles, de venir générer une mélodie sur la base de ces paroles. Ou je pense encore, pour les journalistes, c'est une question d'actualité puisqu'on est sur un événement organisé par Sud-Ouest, par des textes qui sont aujourd'hui déjà dans de grandes rédactions, aux États-Unis mais aussi en France, générés par des robots pour décharger des journalistes de sujets pas forcément passionnants, tels que les résultats sportifs, lieu par lieu, ou des résultats électoraux, circonscription par circonscription. Tout cela, c'est la réalité d'aujourd'hui. Comment peut-on imaginer protéger ces productions? Alors ça, c'est une vraie question, parce que le droit d'auteur est un droit, comme on vous l'a certainement dit, qui est lié à la personne de l'auteur. Et le principe, c'est n'est auteur que la personne physique qui crée, sauf exception. Et donc, du coup, si l'intelligence artificielle est une aide à la création, jusqu'à créer elle-même à la place de l'auteur, se poserait la question, en effet, de la disparition du droit de propriété intellectuelle de l'auteur, parce que les jurisprudences, depuis des décennies, nous rappellent que si l'auteur n'est pas intervenu, au bout du compte, dans la création, que cette création a été automatique, induite par la fonction, il n'est pas auteur. Et donc là, en effet, je pense qu'il y a une butée. Voilà, il faut réfléchir, parce qu'en effet, les industries de la création peuvent à un moment se rendre compte ou se faire opposer le fait qu'elles ne seraient plus, du fait de l'absence d'auteur, elles-mêmes ayant droit des auteurs. On ne peut pas être ayant droit de quelque chose qui n'existe pas. Et donc, du coup, là, peut-être, il y a quelque chose à poursuivre, améliorer dans notre droit, au bénéfice des auteurs ou au bénéfice des sociétés qui financent ces créations. Mais en effet, là, on tient peut-être une problématique importante. Oui, alors vous l'avez compris au travers des différentes interventions, et on va continuer par le droit du travail. Nous n'avons pas de vide juridique. Donc effectivement, quand il est pointé du doigt un point qu'il conviendrait d'améliorer, et je ne sais pas si on aura le temps d'y revenir, mais c'est parce qu'on part du postulat aujourd'hui que nous avons une assez grande compatibilité de notre système juridique avec l'IA. Alors justement, Jérémy, le droit du travail est un champ d'expérimentation important pour l'IA. Traditionnel pour le législateur, effectivement, en toute matière. Exactement. Et là, on va essayer rapidement de dérouler un petit peu la relation de travail. Donc, on ne parlera plus de droit d'auteur. Pour ceux qui sont allergiques, rassurez-vous. On va parler vraiment de relations liées au droit du travail. Et dès l'embauche, on n'est pas dans la science-fiction. Là, on est dans la réalité parce qu'il y a des solutions qui, aujourd'hui, opèrent une première sélection des candidats. Elles sont sur le marché, elles existent. C'est notamment Joby Joba avec son CV Catcher, ou c'est Yatedo Talent.
Donc il y a des logiciels aujourd'hui qui font ce travail. Comment cela peut-il être conforme avec nos exigences juridiques de non-discrimination? J'allais dire, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les règles applicables et comment elles peuvent se comporter à l'épreuve de l'IA? Bien sûr. Alors, le monde de l'entreprise, il repose sur un système hiérarchique plus ou moins pyramidal que l'on a tous en tête, avec un employeur ou une direction à plusieurs têtes qui exerce un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction sur une multitude de salariés. Et c'est un exercice qui est particulièrement sensible, particulièrement délicat. Et la question est fascinante de voir comment le traitement algorithmique va trouver sa place dans cette mécanique sensible, en n'oubliant pas et en gardant véritablement comme phare dans la nuit cette phrase de François selon laquelle le traitement algorithmique n'est en lui-même pas conscient de ce qu'il fait, c'est un outil. Celui qui est conscient de ce qu'il fait, c'est l'employeur. Et c'est crucial en droit du travail de ne pas oublier ça, de ne pas oublier justement les prescriptions du Code du travail et des législations également européennes et de l'œuvre jurisprudentielle de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Derrière les algorithmes, il y a des hommes et dans une entreprise, il y a un employeur qui est responsable, qui exerce seul le pouvoir de direction avec l'assistance éventuelle de traitement algorithmique, mais il exerce ce pouvoir et en échange, il est pleinement responsable. Les fondements textuels, effectivement, ça va être d'abord et avant tout l'interdiction des discriminations, l'article L1132-1 du Code du travail. Et effectivement, Laurent, dès l'embauche, ces paramètres sont très importants, puisque un traitement algorithmique, il va là encore faire exclusivement ce qu'on l'a paramétré pour faire. C'est-à-dire que si on l'a paramétré pour évincer les candidatures des personnes en fonction de telle orientation sexuelle ou de telle origine ethnique, l'algorithme va le faire sans se poser de questions et sans aucun problème de conscience. Donc l'algorithme, en termes de capacité, en termes de potentiel, peut garantir un traitement plus équitable, plus juste, moins discriminant qu'un être humain. Encore faut-il que l'être humain qui l'a programmé ait respecté les règles du jeu. Et ça, c'est impératif. Il faut toujours garder cet aspect dans le collimateur. Par ailleurs, il y a bien sûr l'interdiction des discriminations dans le Code du travail, mais les conséquences peuvent être plus lourdes, puisque vous le savez, la discrimination, ça peut aussi être une infraction pénale. C'est l'article 225-1 du Code pénal. Et là, c'est 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. On le sait, entre confrères, c'est x5 pour les personnes morales, donc ça peut faire mal très vite. Donc une vigilance extrême est nécessaire sur l'utilisation et la mise en œuvre de traitements algorithmiques dans l'entreprise, que ce soit au niveau de l'embauche ou en cours d'exécution du contrat de travail. Les possibilités d'application de traitements algorithmiques dans la gestion des ressources humaines sont vertigineuses, puisque au-delà de l'embauche, il est possible de paramétrer des algorithmes pour déterminer qui mérite un incentive, qui devrait avoir une prime, qui devrait être promu, qui, en fonction des résultats qu'il donne, devrait être muté, qui a besoin de bouger pour rester efficace, sinon il s'endort, qui, au contraire, a une peur, panique du mouvement et devrait rester à son poste. Autant de questions qui peuvent être traitées par l'algorithme, et encore une fois, derrière l'algorithme, il faut des personnes capables du discernement nécessaire pour garantir les droits fondamentaux des salariés, à commencer par l'interdiction des discriminations. Et au regard de ces interdictions, vous avez le versant obligation de l'employeur, obligation positive de sécurité de résultats, avec la jurisprudence assez dure que nous connaissons tous quant à la santé physique et psychologique des salariés. Vous avez à cet égard des obligations d'information, d'action de prévention, de formation de l'employeur. C'est l'article L4121-1 et suivant du Code du travail. Le tiré 2 d'ailleurs est intéressant parce qu'il y a un parallèle à faire dans la mesure où l'employeur a l'obligation d'éviter les risques de discrimination. Ça tombait sous le sens, mais cet article nous donne une prescription supplémentaire intéressante. L'obligation de privilégier la protection collective des salariés sur la protection individuelle d'un salarié. Saupoudrez cela d'un peu de traitement algorithmique et vous pouvez vous retrouver confronté à des questions qui, somme toute, ne sont pas à fort enjeu, mais très médiatiques, comme par exemple le cas de figure de l'accident de voiture d'une voiture autonome qui aurait dû, selon un tel ou un tel, privilégier
un accident avec telle population sur le trottoir ou avec la voiture qui arrivait en face. Bref, on retrouve un peu ces problématiques et c'est à l'être humain qui programme d'avoir conscience de ces aspects et en relation avec les représentants du personnel, de faire des études d'impact avant toute implémentation du traitement algorithmique au sein de l'entreprise. Pour moi, c'est essentiel et d'avancer comme ça à tâtons, mais toujours en garantissant les droits des salariés. C'est tellement complet que j'ai plus de questions. Vous avez même parlé des études d'impact. En réalité, il me semble qu'il pourrait y avoir une tentation spécifique en droit du travail, mais elle existe sans doute ailleurs. C'est que le droit du travail aime beaucoup les critères objectifs en matière d'embauche, de promotion dans l'emploi. Or là, la tentation pourrait être de considérer que finalement, une aide à la décision fournie par un algorithme est plus objective qu'un supérieur hiérarchique humain. Est-ce que vous pouvez les uns ou les autres Alors, effectivement, de prime abord, l'objectivité du traitement algorithmique va se manifester dans la possibilité de répéter à l'envi exactement le même calcul, le même résultat, là où un individu, un employeur, personne physique, va, selon ce qu'il aura pris au petit déjeuner, selon la nuit qu'il aura passée, prendre des décisions différentes dans des cas de figure pourtant strictement identiques. Donc à cet égard, un point pour le traitement algorithmique. Il n'y a pas de discussion. Par contre, à l'inverse, effectivement, l'être humain va être capable d'un discernement totalement étranger à l'algorithme. Et là encore, je répète un peu ce que François nous a dit. Il y a tout un panel de scénarios qui sont inaccessibles pour le traitement algorithmique et que le bon employeur, exerçant le pouvoir de direction, va être capable d'appréhender. Encore une fois, un algorithme peut devenir discriminant, peut devenir harceleur, peut miner la santé physique ou psychique d'un salarié. Si vous programmez un algorithme pour qu'il déclenche une procédure disciplinaire contre un salarié à partir du moment où il est arrivé X fois en retard dans le mois, l'algorithme va lancer le courrier de convocation à entretien préalable ou la sanction, si elle ne nécessite pas directement la sanction, sans aucune considération pour la situation personnelle du salarié, là où un bon entretien avec la direction ou un entretien un peu musclé avec les RH permet de vider son sac et de tourner la page et retourner au boulot. Ça rappelle les contraventions routières, ça, mais bon, ouais. c'est un autre sujet. Ouais, c'est vrai concernant ce cadre de travail, puisque vous savez tous que le droit du travail s'est construit sur le lien de subordination et la notion d'intégration dans un service organisé, est-ce que finalement ce qu'on est en train de voir ou d'imaginer, ça serait un cadre de travail qui soit de plus en plus mis en place, positionné ou contrôlé par une intelligence artificielle? Alors effectivement, le mouvement est initié, il est encore timide par rapport aux capacités techniques, il y a une réticence qu'on ne saurait blâmer, au contraire c'est un scepticisme que je trouve plutôt sain puisqu'on est en train de jouer un peu avec le destin des gens en entreprise, donc il faut y aller à tâtons. L'entrée du traitement algorithmique dans l'entreprise, elle se fait selon moi en 2 temps. Dans un premier temps, nous sommes confrontés aux limites techniques de ces algorithmes, donc nous faisons le chemin vers la machine. Ça, c'est la première étape et c'est celle que nous sommes en train de vivre. C'est l'homme qui se rapproche de la machine, avec tous les effets pervers, notamment le fait que l'homme commence à réfléchir de la manière dont il s'imagine que la machine réfléchit. Donc l'homme se déshumanise dans des proportions dont l'exemple le plus typique, d'ailleurs, est l'être humain augmenté. Alors, j'ouvre une parenthèse, ce sera intéressant de voir si dans quelques années, le salarié augmenté aux frais de son employeur devra l'équivalent d'une clause de dédit formation à son employeur pour garder la prothèse que son employeur aura financée. C'est de la SF, on est d'accord. Mais si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, c'est pas tant que ça, en fait. Donc ça, c'est la première étape du raisonnement, enfin la première étape de l'intégration du traitement algorithmique dans l'entreprise, c'est l'humain, l'être humain qui fait le chemin vers la machine parce que la machine n'en est pas encore capable. La seconde étape, c'est l'inverse. C'est la machine qui a pleinement appréhendé les subtilités nécessaires pour faire le chemin vers l'humain. Et là, ce sera d'autant plus la responsabilité de l'employeur de faire en sorte que cette machine soit adaptée à son milieu socio-professionnel dans lequel elle évolue, qu'elle ne choque personne et qu'elle ne sacrifie pas tout à la productivité. Merci. Notre droit du travail a mis en place un droit à la déconnexion pour, j'allais dire, permettre la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée. Est-ce que dans un même ordre d'idées, nous devons attendre, promouvoir un droit à l'humain dans toutes ces circonstances et en particulier en droit du travail, mais pas que?
Alors, il y a deux aspects à cette question. La première, c'est du droit positif pur, même s'il est récent, et la seconde, c'est un peu plus prospectif. Quant au droit positif, là, le RGPD vient un peu au secours du droit du travail, dans le sens où il offre déjà un certain nombre de garanties qui redonnent son pouvoir décisionnaire à l'être humain. On arrivera tôt ou tard à un niveau dans l'assistance, dans le processus décisionnel par la machine, un niveau d'assistance qui permettra d'interroger la réalité du consentement libre et éclairé à un contrat. Je veux dire, à partir du moment où le traitement algorithmique vous aide à prendre une décision selon des paramètres que humainement vous n'êtes pas capable de manipuler en raison de la quantité ou de la sensibilité des données, est-ce que vous avez encore vraiment décidé ? Et c'est intéressant au niveau de la théorie du droit de réfléchir aux limites du consentement libre et éclairé. Or, vous le savez, le contrat de travail, c'est l'un des contrats, c'est avec le contrat de mariage celui où l'intuitu personnel est le plus fort. Donc, en tout cas, j'aime à le croire. Donc, dans ce contexte, la réalité du consentement, son caractère libre et éclairé, ce sont des aspects fondamentaux. Et plus vous laisserez de place au traitement algorithmique, plus vous prendrez une décision en fonction d'une quantité de données que vous ne pouvez pas seul humainement gérer, plus cette question du consentement risque de revenir en pleine figure comme un boomerang. Et donc, je le disais, le RGPD a cet avantage d'aider le droit du travail désormais à remettre l'humain au centre du pouvoir décisionnel, puisque vous avez l'article 15 du RGPD qui impose à l'employeur, en l'occurrence l'employeur, mais tout responsable de traitement, d'indiquer à la personne qu'elle fait l'objet d'un traitement de données. Ensuite, vous avez l'article 22 qui permet à toute personne dont les données sont traitées de demander expressément à ce que les données soient revues par un être humain de chair et d'os, etc., etc. Donc autant de garanties spécifiques au RGPD, mais qui se superposent aux garanties offertes par le droit du travail. Donc ça, c'est du droit positif, c'est déjà en vigueur, même si c'est encore récent et timide, mais c'est intéressant. Et le second aspect, c'est, puisque en plus c'est très à la mode, on parle beaucoup de soft law, on parle beaucoup de charte, même si ce mot magique qu'on emploie avec la déconnexion, avec le télétravail, avec autant de paramètres, on ne sait pas toujours où le placer dans la hiérarchie des normes, et c'est assez intéressant. Selon vous l'annexiez au règlement intérieur, au contrat de travail, il va avoir un rôle différent. Mais là, on peut, certaines chartes ont déjà été mises en place à cet égard, réfléchir à des chartes éthiques numériques qui vont spécifier des obligations pour les deux parties. Encore une fois, ne tombez pas dans le piège d'imaginer qu'il s'agit d'obligations pour l'algorithme ou d'obligations pour le logiciel qui ne sont pas des sujets de droit et qui ne réfléchissent pas. C'est toujours l'employeur qui est responsable, donc ce sont des obligations pour l'employeur dont on parle. Et ça va être des obligations de transparence, de loyauté dans l'administration des données, voilà, et un support de soft law, tout un cadre juridique qui est existant à cet égard. Un petit mot de conclusion, peut-être, François. Alors, conclusion, non, parce qu'on laissera ça à l'animateur. Mais juste pour revenir là-dessus sur le droit à l'humain. Indépendamment de l'ordinateur, il faut considérer que les sociétés les plus totalitaires étaient celles dans lesquelles les processus administratifs étaient les plus développés, où justement on opposait à la décision humaine le fait que c'est comme ça, c'est la procédure. Kafka en a parlé, mais d'autres avant lui. Et un point que tu as relevé qui est très important, c'est que la machine ne s'épuise pas alors que l'humain s'épuise. Et donc arriver à contourner un système technologique et à prendre une décision contraire à celle du système technologique demande beaucoup d'énergie. L'exemple que tu donnais, c'est celui du juge au tribunal, où en fonction de ce que le juge a mangé et de l'heure de la journée et de son niveau de fatigue, on avait des décisions différentes. Et c'est pour ça que le terme de justice prévisible doit être utilisé, parce que predictable justice en anglais, c'est la justice prévisible et non pas prédictive, qui n'a pas de sens. Effectivement, un traitement, il va être normé et il va être prévisible, pour autant qu'effectivement ce soit un traitement déductif et pas inductif avec des données utilisées de façon bizarre. Mais tout ça, ça veut dire qu'effectivement, c'est l'exemple que tu as cité, tout comportement anormal a tendance à devenir déviant. La personne est en retard, c'est un mauvais salarié. Non, désolé, sa femme a un cancer, son gamin a été passé sous une voiture. C'est pas la même chose. Et donc, je crois que là, il faut ramener à la question de ce qu'a théorisé Antoinette Rouvroy sur la notion de gouvernance algorithmique. Ce sont des outils. Et un outil, ça s'utilise d'une façon appropriée, en faisant en sorte que nous sommes dans une société d'humains et qu'on continue à rester dans une société qui est axée sur les relations humaines. Sans ça, c'est une société inhumaine et je ne sais pas si aucun d'entre nous a envie de vivre dans une société explicitement conçue pour être inhumaine. Jérôme, peut-être un dernier mot ?
Parce que Oui, nous non. avons explosé le... Ah, on a explosé. Alors très rapidement, moi je suis agréablement surpris, et on ne s'est pas tellement parlé avant, d'être un peu aligné. Voilà, parce que parfois les juristes sont vus comme des empêcheurs de tourner en rond, mais moi je revendique un peu ça aujourd'hui. C'est vrai que voilà, il faut aussi considérer que les juristes n'aiment pas non plus tellement la norme que ça, contrairement à ce qu'on peut penser. Et ils se méfient énormément de la norme. Voilà, donc c'était un peu c'est là-dessus que je voulais terminer. Un dernier mot? Ok. Bon, alors pour conclure, parce qu'on nous a déjà laissé beaucoup de temps, j'espère qu'on vous a apporté des éléments de réponse sur cette question de la compatibilité de notre système juridique à l'intelligence artificielle, mieux définie, je l'espère, au terme de cet atelier. Donc finalement, un système juridique assez largement compatible, contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire, et peut-être une vraie question qui n'est pas tant une question juridique qu'une question démocratique, à savoir, voulons-nous conserver ou reprendre le contrôle sur la machine et comprendre comment elle fonctionne? C'est peut-être là la question de fond, au-delà du juridique. Merci à tous.